Nous allons commencer. Le but, vous me dites si c'est trop fort, le but de cette introduction de la position du cerveau dans le crâne, c'est fondamental. Surtout lorsque quelqu'un s'est cassé la figure et puis qu'il y a une embarrure ou n'importe quoi. Il faut savoir exactement où est la projection du cerveau dans la boîte crânienne. Parce que c'est bien beau de vous mettre le cerveau dans toutes les positions et avec toutes les structures, mais qu'en est-il par rapport à l'os? C'est l'os qu'on casse d'abord, c'est le cerveau qui prend ensuite. Alors, pour se repérer dans l'espace, ouais, j'ai fait des dessins. Vous voyez cette dame. J'ai tracé la base du crâne, j'ai tracé la voûte du crâne. Mais attention, vous avez une ligne, quand on est debout, qu'on regarde à l'infini devant soi, vous avez une ligne qui joint le coin de l'œil au sommet du conduit. Ce n'est pas au milieu du conduit auditif externe, c'est au sommet. Et cette ligne, ça s'appelle la ligne de Reid, R-E-I-D. C'est cette ligne qui permet debout de voir à l'infini. Et c'est une ligne de repérage absolument fondamentale. Regardez la manière, en une minute, même pas, il y a une astuce pour construire les sutures et les os du crâne. Alors, regardez bien. Vous avez le crâne, vous avez la base, vous avez la voûte. Alors, vous tracez d'abord un arc de triomphe. Vous tracez un arc de triomphe, c'est l'os pariétal. Et puis, l'arc de triomphe, ben, ça ressemble aussi à un pantalon. Pariétal, pantalon, P, c'est la lettre P, pariétal, hein, pantalon, c'est la même lettre. Et puis, vous prenez le pantalon, vous prolongez la manche avant. Voilà, vous voyez, j'ai prolongé. Et qu'est-ce que je vous fais apparaître? La grande aile du sphénoïde. La grande aile du sphénoïde, vous voyez, ce petit rectangle qui est là. Et puis après, je prolonge le bord postérieur du pantalon ou de l'arc de triomphe. Voilà, j'ai fini de mettre tous les os de la voûte du crâne en une minute. Vous avez le frontal en avant, le pariétal, c'est le pantalon, l'occipital, c'est en arrière. Vous avez l'os temporal avec le conduit auditif externe. Ouais, c'est simple. Et puis surtout, vous avez deux sutures dans l'ordre alphabétique. Là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. C, c'est la suture coronale. En avant, C. L, en arrière. C'est après le C. Suture lambdoïde. Oui, c'est facile. Donc, c'est des petits moyens mnémotechniques, mais qui servent à être très rapides. Et qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Eh bien, vous remarquez que l'os temporal, il ne communique pas avec l'os frontal. Il en est séparé par la grande aile du sphénoïde. C'est ça qui est fondamental tout de suite à retenir. L'os frontal, dans la voûte du crâne, ne touche pas l'os temporal. Et il faudra trouver un moyen obligatoire pour arriver à ce qu'il y ait un pont entre l'os frontal et le temporal, ça sera l'arcade zygomatique. On va en parler. Alors regardez ce que j'ai fait aussi. J'ai tracé le lobe frontal en gris. Qu'est-ce que vous remarquez? Le lobe frontal n'est recouvert par l'os frontal que dans sa moitié antérieure. C'est-à-dire que, je le répète, c'est fondamental, il y a un décalage énorme. L'os frontal ne recouvre que la moitié antérieure du lobe frontal. Ceci est fondamental à retenir. Et c'est ça la source des erreurs. Lorsqu'on dit qu'il y a une calcification ici, ouais, les gens, il y a une calcification qui est là.
dans le gris que vous voyez, vous dites, oh là là, elle est dans le cerveau pariétal. Pas du tout. Elle est dans le cerveau frontal, alors qu'elle est derrière la suture coronale. Donc, tout de suite, marquez-moi ça. Le cerveau frontal va 2 fois plus loin que la suture coronale. Vue d'avion. Eh bien, vous avez le crâne. Alors tout de suite, le crâne vue d'avion, il est plus petit en avant qu'en arrière. La preuve, c'est qu'il y a les oreilles qui cachent tout ce qu'il y a derrière parce que c'est plus gros. Donc l'os, la partie antérieure du crâne est moins large en avant et moins large que la partie postérieure. Et vous voyez, la suture coronale en avant, la suture lambdoïde en arrière, et entre les deux, la suture sagittale médiane. Et puis je vous ai mis ici la suture vue postérieure, la suture lambdoïde, et vous voyez l'écaille de l'occipital. Voilà, cette écaille de l'occipital. Alors tout de suite, pour bien vous marquer les choses dans les traumatismes crâniens, quand un flic vous donne un coup de matraque, ça arrive. Eh bien, le cerveau, c'est comme la boîte des petits pois. Quand on tape en arrière, les petits pois, ils vont où? En avant. Et si vous allez en avant, qu'est-ce que va faire? Où va être la contusion? Vous avez tapé en arrière, donc vous aurez une contusion frontale bilatérale. Quels sont les 2 lobes qui sont sous le lobe frontal? Les 2 lobes olfactifs. Les 2 lobes olfactifs sont sous le lobe frontal. Alors vous avez un flic qui vous donne un coup de matraque, vous avez la contusion frontale bilatérale antérieure, vous avez là l'arrachement des 2 lobes olfactifs. Quelle est la complication? Quelle est la complication? Vous avez arraché les 2 lobes olfactifs. Vous ne sentez pas. Qu'est-ce que vous ne sentez plus? Les flics. Comme ça, vous allez les retenir. Alors, je réinsiste. Vous allez retenir tout ça. C'est facile, mais c'est très important. Alors, je recommence. Voilà la suture lambdoïde. Vous allez de l'os frontal vers l'arrière, vous mettez 2 fois la distance. Ça y est, j'ai le lobe frontal. Donc et quelle est la bordure, quelle est extrême du lobe frontal? C'est la scissure de Rolando. Et Rolando, c'est où? Regardez, c'est le milieu du pavillon de l'oreille. Hein? Vous prenez la ligne de raide. Vous mettez votre main perpendiculaire à raide. Vous prenez le milieu du pavillon de l'oreille. Eh bien, c'est le lobe frontal qui s'arrête là. Ça va très loin, un lobe frontal. Alors en plus, vous enlevez un lobe frontal. Ça ne sert à rien. Mais vous enlevez 2 lobes frontaux, alors là, il se passe beaucoup de choses. Donc, ça a beau être gros, des fois, ça ne sert à rien quand c'est enlevé uniquement d'un côté. C'est encore une notion de physiologie qu'il faut savoir. Chez l'individu, tout passe par les 2 côtés, la droite, la gauche, avec le corps calleux qui est au milieu. Donc, le lobe frontal, il est gros, mais des fois, il ne sert à rien, même si on l'enlève. D'accord? Donc, premier repère, c'est un premier repère fondamental. Le lobe frontal, en gros, va jusqu'à la verticale qui passe par le milieu du pavillon de l'oreille, verticale, perpendiculaire à la ligne de raide. Et puis, je vous ai inscrit ici la fosse temporale. Voilà la fosse temporale. Et qu'est-ce que vous remarquez sur la fosse temporale? Quelle est cette scissure qui est là? C'est l'entrée de la scissure de Sylvius. La scissure de Sylvius qui s'inscrit entre, en haut, le lobe frontal, en bas, le lobe temporal. Vous voyez, ce point qui est là,
Attention, hein. Le point qui est là s'appelle le ptérion. Alors, qu'est-ce que c'est que le ptérion? On va revenir en arrière. Le ptérion, c'est la suture en H. Vous voyez, la suture coronale, la suture lambdoïde. Vous voyez, il y a une suture en H. Bien, ça, le H s'appelle le ptérion. P-T-E-R-I-O-N. Et vous avez qu'à imaginer que tous les points du H vous imaginez que tous les points du H se rassemblent en ce point-là. Le voilà. Et il est là. C'est la partie haute et supérieure de la fosse temporale. Mais surtout, de profil, c'est l'entrée de la scissure de Sylvius. C'est-à-dire que lorsque il y a quelqu'un qui envoie une balle qui arrive ici, c'est exactement, c'est la carotide. C'est la carotide qui va être pétée plus loin, en dedans, à cet endroit-là. Donc vous voyez déjà, je vous donne une autre notion de la blessure. Mais surtout, vous voyez, regardez ma main. Ma main de profil, c'est la fosse temporale. Vous voyez mes doigts? C'est le bord supérieur de la fosse temporale. Et je contiens le lobe temporal. Et voilà le lobe temporal. Je l'ai mis, là c'est l'avant, j'ai mis le lobe temporal dans la fosse temporale. Vous voyez? Elle a cette forme-là. Et ce qu'il faut bien oublier, il ne faut jamais oublier ça, c'est que les doigts que je vous montre, c'est le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et qui va s'aligner avec le bord correspondant de la grande aile du sphénoïde qui est antérieur. Et c'est ce bord-là qui est le plus meurtrier. Pourquoi? Parce que, regardez, vous avez le trauma qui vient de l'arrière, vers moi, vers l'avant. C'est-à-dire, il y a le lobe frontal qui vient vers moi, il y a le lobe temporal qui vient vers moi, c'est le flic qui a donné le coup de matraque derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est? Le lobe qui est entre le lobe frontal qui vient vers moi et le lobe temporal qui vient vers moi. Comment il s'appelle ce lobe? Le lobe de l'insula. Eh bien, c'est ce lobe de l'insula qui va se blesser sur l'arête temporale, l'arête de la fosse temporale. C'est l'endroit où il y a le plus de blessures dans le cerveau. Quand on reçoit des coups de matraque, c'est en avant, dans le lobe de l'insula, entre le lobe frontal en haut et le lobe temporal en bas. Alors, quelque chose de très important pour vous montrer que le bon Dieu, il a bien fait les choses. Voilà, regardez bien. Voilà la voûte. La voûte avec la table externe et la table interne. Alors attention, entre la table externe et interne, comment ça s'appelle? Le diploé. Le diploé, où il y a les veines diploïques. Je vous signale que c'est dans le diploé que se résorbe le liquide céphalorachidien, dans l'os pariétal. Une notion importante à savoir. Alors attention, regardez l'épaisseur du crâne. C'est très important. Voilà la table interne frontale. La table externe, vous voyez, là c'est épais. En arrière, c'est encore plus épais. Vous voyez la table interne et la table externe dans la région occipitale. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, regardez, l'os est hyper mince. Il est hyper mince au niveau de la fosse temporale. Et le bon Dieu a bien fait les choses. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas l'arcade zygomatique, ben, il suffit qu'une mère donne une claque à son enfant, ici, bac, elle lui pète la fosse temporale, qui fait quelques millimètres. La preuve, quand on fait une radio du crâne, le cerveau appuie sur cette fosse temporale, il appuie tellement fort que
parce que la table est mince, il fait des empreintes digitiformes. Il y a des empreintes digitiformes du cerveau sur la fosse temporale tellement il est mince. C'est quelque chose qui se casse facilement. Et regardez, quel est le vaisseau. Voilà, en vert, voilà la voûte du crâne, et en vert, j'ai fait la dure-mère d'un côté. Vous voyez la dure-mère. Et entre la dure-mère et la fosse temporale, quelle est l'artère qui sillonne? L'artère ménagée moyenne. L'artère ménagée moyenne, regardez d'où elle vient. Vous avez la carotide primitive qui se divise en carotide externe avec des branches au niveau du cou. Elle a des collatérales, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Alors que la carotide interne n'a pas de collatéral. Sa première collatérale, c'est dans le crâne, c'est l'artère ophtalmique. Donc, d'où vient l'artère ménagée moyenne? C'est quelque chose de très important. C'est une branche. Vous avez la carotide externe et ses collatérales, et en particulier une branche qui est l'artère maxillaire interne. De l'artère maxillaire interne monte l'artère ménagée moyenne. Et cette artère ménagée moyenne va pénétrer dans le crâne par quel trou? On va vous le montrer, par le trou petit rond. Et ce trou petit rond est tel que l'artère pénètre à travers et puis va se distribuer à la méninge. Alors regardez bien, le bon Dieu a bien fait les choses. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai dit que l'os frontal ne correspondait pas avec l'os temporal parce qu'entre les deux, il y avait la grande aile du sphénoïde. Ça, c'est en dedans. Mais en dehors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une expansion de l'os frontal. On peut dire que c'est l'os zygomatique, le malaire, le voilà, qui envoie le malaire, l'os zygomatique, qui envoie une expansion postérieure, qui est rejoint par une extension antérieure venue du rocher. Et c'est la somme des deux qui fait l'arcade zygomatique. C'est-à-dire que lorsque la mère donne une claque, ça va taper sur l'arcade zygomatique et ça ne cassera pas la fosse temporale. Et surtout, ça ne cassera pas quoi? Eh bien, ça ne cassera pas l'artère ménagée moyenne qui est dessous. Alors maintenant, les accidents de la route, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut mettre un casque? Parce que c'est simple. Vous avez un gars, un jeune de 20 ans, qui a une moto qui est plus grosse que lui, qui va plus vite qu'on ne le pense. Il fait 100 à l'heure à toute vitesse et hop, il tombe dans son casque en se cassant la figure tout seul. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'enfonce dans son casque, il se casse l'arcade zygomatique, il se casse la fosse temporale et il se casse l'artère ménagée moyenne. Qu'est-ce qui va apparaître? Un hématome. Et cet hématome qui se constitue, le voilà, c'est l'hématome extradural. Hématome extradural. Alors, on vous en répète un peu la clinique parce que c'est fondamental. C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui se passe quand on a un extradural? Premièrement, on tombe dans le coma, dans le casque, dans le coma. C'est la commotion cérébrale. Et puis, on se réveille. Et puis, pendant qu'on se réveille, l'artère ménagée moyenne continue à être cassée, à pisser du sang, à fabriquer l'hématome extradural. Et cet hématome extradural, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprimer, il va refouler en dedans le lobe temporal. Ce lobe temporal va refouler en dedans le tronc cérébral à la partie haute, au niveau des pédoncules. Ça va appuyer sur la partie antérieure. Et qu'est-ce qui va être écrasé tout de suite? Qui naît de la partie antérieure du tronc cérébral à la partie haute dans le pédoncule. Quel est le nerf? La troisième paire crânienne. La troisième paire. Et qu'est-ce que ça va donner quand le troisième paire va être comprimé? Une midriase. Ou bien alors une chute de la paupière supérieure. Donc quand le blessé va arriver, il y a 3 mots à savoir en urgence. Vous êtes des jeunes externes après des internes, mais tout de suite on le voit. Premièrement, le SAMU dit la phrase suivante. Il est tombé dans le coma. Il s'est réveillé pendant 3 heures. Il s'est retombé dans le coma. Il a fait donc un intervalle libre de 3 heures
entre le premier coma et le deuxième coma, le moment où le sang continue à saigner. C'est le premier point à savoir, c'est le point capital dans l'internat, dans le concours. Le mot intervalle libre. C'est l'intervalle libre. Et pour retenir, rappelez ma phrase, plein phare, plein gaz, hein, c'est l'accident de la route. Quand c'est plein phare, c'est un accident de voiture, hop, vous avez les yeux qui ont tendance, les pupilles à être comme des phares, à être en mydriase. Et la mydriase est d'abord unilatérale du côté de l'hématome, puis elle a tendance à se bilatéraliser. Il ne faut surtout pas attendre qu'elle se bilatéralise pour faire quoi? Pour faire quoi? Un scanner sans injection. Sans injection. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'hématome extradural. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un hématome extradural, ça se traite comment? On fait quoi? Un trou? Un volet? Si vous faites un trou, comment peut-on soulever le lobe temporal pour aller lier l'artère méningée moyenne qui saigne? Non, on fait 4 trous, on les unit à la scie ou au ciseau chez un enfant, parce que l'os est mou, et puis on enlève le volet, on soulève le lobe temporal, on voit l'artère qui pisse, hop, c'est fini, balade est sauvée. Donc vous voyez, c'est pratique. On fait un volet pour arrêter avec la pince le sang qui saigne de l'artère méningée moyenne. Vous compris? Donc, je répète les 3 mots à savoir: l'intervalle libre, la mydriase unilatérale du côté de l'hématome qui parfois est remplacée par la chute de la paupière supérieure commandée par le nerf moteur oculaire commun. Voilà les choses à savoir. Et puis, quel est le danger? Regardez, j'ai dit plein phare, plein gaz. Plein phare, c'est pour vous rappeler la mydriase. Plein gaz, c'est l'accident de moto. Regardez les mains. C'est les signes d'engagement. Donc, quand le blessé arrive, il a l'intervalle libre, c'est le SAMU qui vous le dise. Vous regardez l'œil, il y a peut-être une mydriase, il commence à être de l'autre côté. Et puis, surtout, s'il fait ça, c'est qu'il y a une compression du tronc cérébral, il y a un engagement temporal. Vous voyez, c'est ces 3 choses-là qu'il faut savoir à toute vitesse et qui sont l'indication du scanner d'urgence, sans injection. Pigé? Voilà. Je vous montre le crâne vu par en dessus, enfin l'intérieur du crâne vu par en dessus, l'intérieur du crâne vu par en dessous, par en dessus. Alors regardez bien. Le ptérion, vous voyez le ptérion qui est là? Et vous voyez qu'il se prolonge en dedans par une arête coupante. Et quand le cerveau, vous voyez, ici c'est la fosse frontale, là c'est les fosses latérales, les fosses temporales, bien quand le cerveau va d'arrière en avant, il se blesse sur cette arête coupante. Et c'est ça qui fait la contusion de l'insula, qui peut être très très grave, du lobe de l'insula. Alors qu'est-ce que c'est que ce grand trou? Est-ce qu'il est rond? Il est ovale. Et derrière le trou ovale, il y a un petit trou de chaque côté. C'est le trou petit rond, il est petit. Le trou petit rond, c'est le trou dans lequel arrive l'artère méningée moyenne. Alors, vous allez vous rappeler quand même un nerf. Qu'est-ce qui passe dans le trou ovale qui est juste au-dessus? Quel est le nerf? C'est le nerf, c'est la 5e paire crânienne. Alors, je vais vous la mimer. Regardez. La 5e paire crânienne, vous voyez, moi je suis je suis le tronc cérébral, c'est mon tronc, je suis le tronc cérébral. Regardez mes 2 avant-bras, c'est l'arche des trijumeaux. C'est l'arche des trijumeaux, ouais. Voilà. Et puis, le poignet, c'est quoi? C'est le nerf qui a grossi, c'est le ganglion de Gasser. Et le ganglion de Gasser, il va se diviser en 3. Le nerf trijumeau. Alors, la branche supérieure, c'est quoi? C'est le nerf ophtalmique de Willis qui va passer dans la fente sphénoïdale et qui va irriguer le front. Quand un garçon embrasse une fille sur le front, c'est une touche douloureuse sensitive du front. C'est sensitif. Hein? L'ophtalmique de Willis, c'est le front, c'est sensitif. Deuxième nerf, maxillaire supérieur.
garçon embrasse la fille ici sur la joue, la pommette. C'est toujours sensitif, mais c'est sur la pommette, c'est sur la joue. Voilà, c'est le 5-2, le maxillaire supérieur. Et attention maintenant. Alors, le 5-2, il va dans le trou, grand rond. Le petit rond, l'artère ménagée, l'ovale, le trijumeau, le grand rond, le nerf maxillaire supérieur. Et puis maintenant, quel est le trou qui est là? Où on va dans la pose temporale? C'est le trou ovale. Et qu'est-ce qui passe, en fait, dans le trou ovale? Eh bien, c'est la branche mandibulaire, c'est le nerf maxillaire inférieur. Attention! Quand un garçon embrasse une fille, d'abord, il l'embrasse là, il bouge, et puis il l'embrasse, il bouge sa bouche. Donc, vous voyez que la fonction du maxillaire inférieur, c'est sensitif pour le menton, et c'est pour ouvrir la bouche. Donc, rappelez-vous que le maxillaire inférieur, la branche inférieure, est motrice et sensitif. Et tout ça à travers les trous de la base du crâne. Donc, vous voyez, je représente la lame criblée, via le lobe olfactif, le trou ovale avec le maxillaire inférieur, enfin le trijumeau, branche inférieure, le petit rond et l'artère ménagée moyenne. C'est pour vous présenter, vous voyez, l'os frontal, vous voyez le malaire, voilà le malaire. C'est l'endroit, c'est la partie externe de l'orbite, c'est l'endroit qui se casse le plus facilement. Alors, les trois endroits où il y a des fractures de la face, regardez bien, le malaire, ou zygoma, le bord inférieur de l'orbite, il y a le sinus maxillaire qui est dessous. Donc vous pouvez vous casser ce bord inférieur. Et qu'est-ce que vous emprisonnez de temps en temps? Ça s'écarte, la fracture, et ça revient sur un nerf, lequel quel est le muscle qui peut être pris? Le droit inférieur. C'est-à-dire que vous avez reçu un coup de poing dans la figure, ça fait une fracture du plancher de l'orbite, vous avez le tendon ou un bout de muscle qui est le droit inférieur qui se met dedans et qui est coincé. Il faut le décoincer, il faut opérer. C'est-à-dire que après l'accident, ben, vous ne pouvez plus, vous baissez la vue, vous ne pouvez plus regarder en l'air. Que d'un côté, c'est extrêmement gênant. Et puis le troisième endroit, on se casse la figure, le voilà, c'est la masse latérale de l'ethmoïde. Donc vous voyez là, l'ethmoïde, sur l'os planum qui n'a pas de petites cellules, c'est l'os planum qui se casse en dedans, c'est le malaire en dehors, et en bas, c'est le plancher de l'orbite. Et maintenant, je vais terminer pour vous montrer que, heureusement qu'on a, vous voyez, on regarde d'un côté ou de l'autre, vous voyez, c'est l'endroit le plus mince de la voûte du crâne. C'est là que ça pète. C'est derrière qu'il y a l'artère ménagée moyenne. Et vous voyez que s'il n'y avait pas l'arcade zygomatique qui vient du malaire en avant et du rocher en arrière, eh bien on n'aurait que des hématomes extraduraux, et à l'âge de 10 ans, on serait déjà parti. Donc, est-ce qu'il y a encore une photo? Bon, voilà, j'ai fini. Je donne la parole à mon successeur, qui est présent, qui est le professeur Openem, et qui va vous apprendre des choses encore plus compliquées que moi. Ah, il en reste encore une. Ah, excusez-moi. S'il en reste encore une, on continue. Alors, je rappelle, oui, j'ai oublié. Ça fait rien, ça fait rien. Premier repère vertical. Le premier repère, c'est le lobe de l'oreille. Le milieu du lobe de l'oreille, c'est Rolando qui apparaît à cet endroit-là. Et puis, vous allez derrière, regardez ici, vous mettez votre doigt là, qu'est-ce qu'il y a derrière l'oreille? La mastoïde. Eh bien, la mastoïde, c'est le deuxième repère vertical qui se projette au milieu du trou occipital. Donc, vous repérez le trou occipital
Simplement en mettant votre doigt ici, eh ben, un petit peu plus en dedans, c'est le milieu du trou occipital. Vous voyez, c'est facile. C'est la jonction entre le crâne et la colonne vertébrale. Et puis le troisième repère, regardez bien, c'est l'apophyse zygomatique. Vous la sentez? Eh bien, descendez 1 centimètre au-dessous. 1 centimètre au-dessous. C'est la fosse temporale. Donc, vous voyez que, à travers ce petit exposé, je vous ai mis en place à peu près le cerveau. Le cerveau qui, de profil, en lobe frontal, va jusqu'au milieu du pavillon de l'oreille. L'apophyse zygomatique, c'est le milieu du trou occipital, la jonction entre le crâne et le rachis. Et puis l'apophyse zygomatique, 1 centimètre au-dessous, c'est la fosse temporale. Voilà. Et bien maintenant que j'ai mis en place le cerveau, on va vous faire des choses encore plus intéressantes. Allez. Qu'est-ce que je sens immédiatement? Je réduis? Bah oui, mais il faut que je charge mon diaporama. Comme ça? Tu vois quelque chose, non? Ouais. Allô, allô. Donc, deuxième partie de cet enseignement, en fait, l'objectif de cet enseignement, c'est de vous faire voir et revoir un certain nombre de notions anatomiques qui sont importantes pour la clinique, à la lumière d'anecdotes, à la lumière des images, puisque nous sommes, Monsieur Freddy et moi-même, radiologues à l'hôpital Sainte-Anne. Donc l'objectif de ce cours, globalement, c'est que vous revoyiez les notions d'anatomie fonctionnelle pour deux fonctions qui nous paraissent importantes, que sont la motricité et le langage. Que vous sachiez au terme de ces 2 heures localiser une lésion symptomatique. Quand un patient vient avec une aphasie, par exemple, que vous ayez une idée d'où chercher la lésion dans le cerveau. Et puis vous donner un peu de culture générale sur les techniques d'imagerie et vous montrer qu'on peut voir la structure du cerveau, on peut voir les lésions, mais on peut aussi étudier la fonction et localiser les lésions par rapport aux principales aires fonctionnelles. Donc Monsieur Freddy vous a mis en place toute la boîte crânienne et maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte crânienne à la lumière des images qu'on sait acquérir aujourd'hui. Les questions auxquelles vous devez savoir répondre à la fin de cet enseignement, et sachez que dans cet enseignement, il y a la question d'examen, donc ça vaut le coup d'écouter. La première question, c'est est-ce que les deux hémisphères sont fonctionnellement symétriques? Monsieur Freddy vous a dit que si on lésait un lobe frontal, c'était pas dramatique. Si on lésait les deux, par contre, c'était plus embêtant. Et on va voir que si on lèse le droit et le gauche, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième question, est-ce que les lobes frontaux et pariétaux sont de même volume? Monsieur Freddy vous a déjà dit que le lobe frontal allait beaucoup plus en arrière qu'on pourrait le penser, qu'il est beaucoup plus volumineux que ce qu'on pourrait penser, que ce n'est pas simplement la moitié antérieure du cerveau. Le troisième point, c'est comment localiser le cortex moteur primaire. En général, vous avez des notions déjà là-dessus. Et dans l'homunculus moteur, quelles sont les parties du corps humain les plus développées? Donc on va essayer de répondre à ces questions. Il y en aura d'autres, vous verrez. Pardon? On va répondre à ces questions au cours de l'heure et quart, de l'heure et demie qui vient. A priori, on ne fera pas de pause. On a commencé 10 minutes en retard. Tout d'abord, pour vous rappeler quelques conventions, vous allez avoir des images. À l'internat, vous aurez des images. Vous pouvez tout à fait avoir comme question de déterminer le plan d'acquisition des images. C'est quand même dommage de perdre des points sur ce type de questions. Donc, connaissez les conventions, les voici. Vous avez ici le plan sagittal. Vous préférez que je me mette là-bas ou c'est pareil? Ça va? Devant l'écran ou... C'est mieux devant l'écran? Ça rend...
Là, vous avez le... En fait, je l'ai mis en mode film sur l'écran ici. Donc, vous aurez les mouvements de souris filmés. Donc, les premiers plans. Donc, le premier plan indispensable à connaître, et en général, vous le connaissez tous, c'est le plan sagittal que vous avez ici, qui peut être soit sagittal médian, soit paramédian, d'accord, qui vous coupe le cerveau sur la ligne médiane. Vous avez un deuxième plan qu'on appelle le plan axial, qui va vous couper le cerveau comme ça. D'accord ? Il a un autre nom, ce plan axial, vous avez le droit de l'appeler comment ? Transversal. Troisième plan, c'est le plan coronal qui vous est schématisé ici. Ce plan coronal, on peut l'appeler d'un autre nom puisqu'il est parallèle au front. On l'appelle aussi le plan frontal. Vous pouvez utiliser soit coronal, soit frontal, du moment que vous connaissez ces trois plans de référence. Ensuite, il y a d'autres dénominations éventuellement, mais on les utilise beaucoup moins. Il y a la partie antérieure du cerveau qui s'appelle la partie rostrale, la partie arrière du cerveau qui s'appelle la partie caudale. Et vous pouvez aussi utiliser la terminologie pour localiser une lésion, par exemple médiane ou latérale. Médiane, c'est quand elle est proche de la ligne médiane, et latérale, c'est quand elle est beaucoup plus externe. OK ? Donc voilà pour les principaux plans. Je pense que c'est indispensable que vous connaissiez au moins, que vous sachiez reconnaître de façon très instinctive les trois plans de base. Alors, quand on regarde le cerveau, donc vous avez ici une coupe que vous allez appeler comment? Quel plan? Une coupe sagittale, a priori sur la ligne médiane, puisqu'on va reconnaître un certain nombre de structures. Et on va voir que le cerveau est organisé, selon des données embryologiques, en 4 parties, avec le prosencéphale, qui va comprendre le télencéphale, qui comprend lui-même les lobes cérébraux et les noyaux gris de la base, donc c'est la partie la plus volumineuse du cerveau. Le télencéphale et le diencéphale. Le diencéphale qui comprend la partie thalamus. Ensuite, on a le mésencéphale. Donc ici, vous avez une représentation de la partie interne du cerveau qui appartient au télencéphale. Et vous voyez ici apparaître un petit bout de thalamus, donc de diencéphale. Le mésencéphale comprend, lui, les pédoncules cérébraux, que vous voyez ici, et les tubercules quadrijumeaux. Est-ce que vous savez les reconnaître? Tout à l'heure, on reverra la notation de la coupe sagittale médiane avec des annotations qui vous seront présentées sur la diapositive. Les tubercules quadrijumeaux qui se trouvent à cet endroit. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui? D'accord. Ici, les tubercules quadrijumeaux qui se trouvent en arrière de quelle structure? Qu'est-ce qui passe juste en avant des tubercules quadrijumeaux? Un conduit, l'aqueduc de Sylvius, qui ici, que vous entrevoyez ici sur cette coupe sagittale médiane, qui se trouve immédiatement en avant des tubercules quadrijumeaux et en arrière des pédoncules cérébraux. Ensuite, lorsque l'on descend dans le cerveau, on a le rhombe encéphale, qui comprend la protubérance, que vous voyez ici avec le galbe de cette protubérance, qui bombe en avant, et enfin le myélencéphale ou le bulbe, qui est la partie la plus inférieure. Ce qu'on appelle le tronc cérébral, ça comprend le mésencéphale, la protubérance et le myélencéphale, donc le bulbe. Okay. Alors, quand on regarde le cerveau à un autre niveau d'organisation, souhaitez-vous que je baisse la lumière? Non, ça va? Okay. Oui, non? Non. Ok. Alors, l'autre niveau d'organisation, c'est l'organisation en substance grise. Donc tout ça, je pense que pour vous, c'est des notions que vous avez déjà vaguement. C'est pour essayer de les mettre en place. La notion de substance grise et de substance blanche. Vous voyez ici, sur ces coupes, dans quel plan sont-elles acquises? Dans un plan axial. Donc vous avez ici, sur cette image, le plan axial. On voit sur cette image d'IRM deux niveaux de gris différents. Vous avez à la partie la plus latérale et externe du cerveau un gris foncé qui va représenter le cortex que je vous dessine ici avec ma souris. Donc le cortex cérébral, c'est à ce niveau, donc c'est de la substance grise, puisqu'elle apparaît gris sur ce type d'image, qui va contenir les corps cellulaires des neurones. Ces corps cellulaires des neurones, on va les trouver dans le cortex et on va les trouver aussi plus en profondeur du cerveau, au niveau des noyaux gris centraux. Ces noyaux gris centraux, vous les avez dessinés ici. Est-ce que vous les connaissez? En voici ici
Quel est le nom de ce noyau gris? Le noyau lenticulaire, très bien. Quel est le nom de cette petite structure ici en jaune que vous... Le noyau codé, très bien. Et en bleu, le thalamus, très bien. Donc, vous trouvez ces corps cellulaires des neurones au niveau du cortex, au niveau des noyaux gris centraux. Et pour véhiculer l'information du corps neuronal jusqu'à la cible, nous avons les faisceaux myélinisés, donc les fibres myélinisées. Ces fibres myélinisées, on les trouve à quel niveau? On les trouve au niveau de la couronne rayonnante. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, soit la corona radiata, soit les centres semi-ovales. Ils se trouvent ici, à la partie assez haute du cerveau. Ils comprennent des fibres de substance blanche qui ensuite vont converger à ce niveau-là, en particulier pour les voies motrices, on le reverra tout à l'heure, pour donner le faisceau pyramidal qui va aller véhiculer l'information jusqu'à la cible qui peut être la motricité de la main par exemple ou la jambe. Vous avez d'autres grosses structures myélinisées que vous devez connaître qui vous sont représentées ici, ici en vert, qui s'appelle le corps calleux. Le corps calleux avec sa partie antérieure qu'on appelle le genou, sa partie postérieure qu'on appelle le splénium du corps calleux. Ça, vous avez le droit de l'oublier, je pense. Et l'intérêt principal de ce corps calleux est de transmettre l'information entre le cerveau droit et le cerveau gauche et vice-versa. De faire communiquer l'information entre les deux cerveaux. Deux mots avant de passer à la fonction véritablement du cerveau. Vous avez ici une coupe qu'on a appelée une coupe axiale. On a vu que la substance grise était grise, que la substance blanche était entre guillemets blanche. Vous êtes d'accord? Quand vous comparez les contrastes de ces deux, de la substance grise et de la substance blanche, que le liquide cérébrospinal que vous avez dans le système ventriculaire est en noir. Est-ce que vous connaissez la pondération ou le nom de cette séquence? D'accord, c'est une séquence pondérée en T1, mettez-vous ça dans la tête. Sur les séquences pondérées en T1, on les appelle séquences anatomiques, la substance blanche est blanche et la substance grise est grise. Et c'est sur cette séquence qu'on voit le mieux le dessin du cortex et la différenciation substance blanche, substance grise. Alors pour vous introduire au fonctionnement du cerveau, on va revenir un petit peu dans le temps en vous rappelant que ça fait des milliers d'années que les gens essayent de comprendre le fonctionnement du cerveau. Dans la Grèce antique, on pensait que les humeurs se situaient dans quelle partie du corps? Vous savez ça? On ne pensait pas que c'était dans le cerveau. On pensait que c'était dans la rate. Et quand on dit avoir le spleen, en fait, ça vient de ça. Le spleen, c'est rate en anglais. Avoir le spleen, c'est parce qu'on pensait que les humeurs se situaient dans la rate. Donc on a fait un peu de chemin entre la Grèce antique et maintenant. Et les grandes avancées, en fait, datent du 19e siècle. Ça a commencé par les travaux de Franz Joseph Gall, je crois. Je ne sais plus quel est son prénom. Franz Joseph Gall, qui a donné naissance à ce qu'on appelle la phrénologie. L'idée de Franz Joseph Gall était la suivante, était que chaque région du cerveau, chaque région anatomique du cerveau devait servir à une fonction donnée. On va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, et on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est quand même l'introduction de la régionalisation du cerveau pour certaines fonctions, et ça a un peu dérivé cette théorie-là, et il est allé jusqu'à dire que si chaque fonction du cerveau, chaque zone du cerveau avait une fonction donnée, c'est qu'on pouvait voir sa trace sur le crâne. Et donc, simplement, à l'examen du faciès des gens, on pouvait connaître leur capacité cognitive. Et par exemple, quand on dit avoir la bosse des maths, ben ça vient des travaux de Franz Joseph Gall. On pensait que la bosse des maths, c'était parce qu'il y avait une partie hypertrophiée du cerveau qui servait aux maths, et donc ça devait se voir sur la voûte crânienne. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, mais globalement, ça a été à l'origine de toutes les connaissances modernes sur les fonctions cognitives du cerveau. Alors, trois petites histoires qui sont des histoires clés dans la compréhension des fonctions cognitives. La première histoire a été à l'origine des travaux de Broca, on va le revoir tout à l'heure. C'est 1865 et Broca était un neurochirurgien et il a eu l'occasion
de voir à sa consultation un homme qui avait, on en reparlera tout à l'heure des travaux de Broca, mais globalement c'est l'origine de la localisation du langage. Vous avez sûrement entendu parler de l'ère de Broca, on reverra tout à l'heure sur le langage. On va parler un peu de ce patient. Donc ça c'est une reconstruction moderne de l'histoire d'un patient qui s'appelle Phineas Gage. Ce patient était un contremaître des chemins de fer et quelqu'un d'extrêmement consciencieux, d'extrêmement performant, qui gérait très bien son équipe. Et il se trouve qu'il s'est pris, suite à une explosion, une barre de métal qui lui a traversé un lobe frontal en entier et qui lui a détruit partiellement l'autre lobe frontal. Et quand il est revenu au boulot, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait plus du tout le même comportement. Il était irrévérencieux, il était grossier. Il n'arrivait pas à mener ses travaux à bien. Il n'arrivait plus à gérer son équipe. Et globalement, ça a été à l'origine de la compréhension du rôle important du lobe frontal dans le comportement des gens, dans l'humeur des gens, dans leurs inhibitions ou leurs désinhibitions. Et c'est des données qui sont encore des données clés aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire de Phineas Gage. Je pense que c'est important que vous en ayez entendu parler pour votre culture générale. Et l'autre histoire intéressante, qui a été une histoire très triste, mais clé dans le développement de notre compréhension des fonctions cognitives, c'est ce patient qui s'appelle le patient HM, du nom de, je crois que c'est ses initiales en fait. C'est le premier cas expérimental d'amnésie chez l'homme. En fait, ce patient vivait dans les années 1950 et à l'époque, nos connaissances sur le cerveau, les connaissances sur le cerveau n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ce patient était épileptique, il faisait des crises d'épilepsie. On savait que ces crises, a priori, venaient de la région temporale interne et en particulier des hippocampes. Et les neurochirurgiens de l'époque n'ont pas hésité à lui faire sauter ces 2 hippocampes pour le guérir de son épilepsie. Donc vous voyez ici, sur cette image, l'hippocampe, la région où l'on devrait voir l'hippocampe droit, il n'y a plus d'hippocampe droit, la région où on devrait voir l'hippocampe gauche, donc la région temporale interne, je vous replace ici sur cette coupe frontale ou coronale, toujours en T1, le lobe temporal, et à la région la plus interne, on doit trouver une structure qui s'appelle l'hippocampe et qui est une structure clé pour la mémoire. Il se trouve qu'en ayant fait sauter les 2 hippocampes de ce patient, on l'a effectivement guéri de son épilepsie, mais on a provoqué ce qu'on appelle une amnésie antérograde, c'est-à-dire que ce patient avait un souvenir parfait de toute sa biographie, mais par contre, il oubliait systématiquement tous les faits récents, il était incapable de se souvenir ce qui s'était passé quelques minutes auparavant. Ce qui a été pour lui une histoire très triste, mais un modèle idéal pour faire des tests neuropsychologiques de la mémoire, puisque quand on lui faisait un test, 5 minutes après, il ne se souvenait plus qu'on lui avait fait le test, donc on pouvait recommencer comme si s'était rien passé avant. Et ça, c'est extrêmement important pour les neuropsychologues. Donc ça a été un patient archi-étudié, et on sait aujourd'hui que si l'on fait sauter les 2 hippocampes, on provoque des problèmes d'amnésie antérograde majeure. Donc ça a été aussi un événement très important. Je pense que ces histoires, vous devez les connaître, vous devez en avoir entendu parler. Alors tous ces travaux ont été à l'origine de la détermination de ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Il y a 52 aires de Brodmann qui ont été déterminées à l'analyse histologique des coupes de cerveau. Et qui sont en fonction de l'architecture, de la cytoarchitectonique de certaines de ces régions. Et globalement, ces aires correspondent peu ou prou aux fonctions cérébrales les plus importantes. On va voir que, par exemple, l'aire numéro 4 de Brodmann est une région clé dans la motricité du cerveau. Donc on va parler d'imagerie puisque c'est quand même l'objectif de cet enseignement et on va voir ce que l'imagerie va nous apporter par rapport à toutes ces découvertes, par rapport à l'approche histologique en aire de Brodmann, par rapport à l'approche historique et neuropsychologique. En IRM, on a quoi? On a des outils. En imagerie, pardon. On a des outils qui nous permettent de voir l'anatomie. On a déjà vu une coupe d'imagerie tout à l'heure. Et on a des outils qui nous permettent de voir la fonction du cerveau et donc on va pouvoir projeter cette fonction sur les régions anatomiques pour savoir exactement où se trouvent ces fonctions. Alors on peut le faire par plein de techniques. On va aujourd'hui parler surtout d'imagerie d'IRM anatomique et d'IRM fonctionnelle. Sachez qu'il en existe d'autres pour étudier la fonction. Des techniques qui sont des techniques de médecine nucléaire comme la tomographie par émission de positrons ou ce qu'on appelle le SPECT.
qui sont aussi des injections de traceurs radioactifs qui permettent, en fonction de ce que l'on souhaite étudier, de voir la fonction cérébrale. Sur le plan anatomique, voilà des imageries qui sont acquises en 5 minutes sans aucune injection de produit de contraste. Dans un appareil d'IRM tout à fait classique, voilà le type d'image que l'on sait obtenir très facilement. On sait reconstruire la surface et les sillons du cerveau, et vous voyez donc que ce cerveau est plissé avec ce qu'on appelle les sillons de la convexité. Vous reconnaissez ici un certain nombre de structures. Ici, une fissure qui s'appelle la fissure de Sylvius, qu'on appelle aussi la fissure latérale. En dessous de cette fissure latérale, vous avez un lobe qui s'appelle le lobe temporal. Au-dessus, vous avez le lobe frontal et probablement, là c'est assez difficile de le dire, un sillon qui va nous intéresser, qui est le sillon central. Vous le voyez beaucoup mieux sur cette image où il y a une détection automatique des sillons par des logiciels, donc on sait faire ça de façon automatisée. Vous avez le sillon central ici qui vous est tracé en rouge par le logiciel, et vous savez qu'en avant de ce sillon, on a le lobe frontal, en arrière de ce sillon, on a le lobe pariétal et plus en arrière, le lobe occipital. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait segmenter la substance blanche et la substance grise en fonction des contrastes différents. Ça, c'est des choses que les logiciels savent faire de façon extrêmement précise. On sait segmenter les structures. Vous avez ici une segmentation de quelle structure? Est-ce que vous reconnaissez cette structure enroulée? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est l'hippocampe, effectivement. Il s'agit de cette même coupe. On a zoomé sur la région temporale interne. On a segmenté l'hippocampe et quand on fait ça coupe après coupe, on peut arriver à faire isoler l'hippocampe, éventuellement mesurer son volume pour voir s'il y a une atrophie de l'hippocampe. Donc tout ça, c'est des techniques qui sont très facilement accessibles en, je dirais, 5 minutes d'acquisition sans aucune injection de produit de contraste. Et c'est toujours des IRM en séquence pondérée en quoi? En T1. Là-dessus aussi, il faut que je pense que vous ayez un réflexe assez binaire. Quand la substance blanche est blanche, la substance grise est grise et le LCR est noir, sachez que c'est du T1, il faut que ça vienne assez automatiquement. Je vous le referai, je vais vous en reparler au cours de l'exposé. Grâce à donc, ce qu'on appelle l'imagerie morphologique, on arrive à faire un certain nombre de choses et l'intérêt de ces techniques, c'est qu'elles sont totalement non invasives. Bien sûr non irradiantes, qu'on peut éventuellement les répéter autant de fois que l'on veut puisqu'il y a une innocuité parfaite pour peu qu'on respecte les contre-indications de l'IRM. Et il n'y a aucune injection de produit de contraste. Donc ça permet de faire un certain nombre de travaux. En voici un exemple. Ici, les auteurs se sont intéressés à mesurer, à segmenter ce qu'on appelle le gyrus de Heschel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce gyrus ? Ce gyrus de Heschel, il est important parce que c'est le cortex auditif primaire. C'est là que va être véhiculée l'information auditive quand vous entendez une phrase, par exemple. Et il se trouve où, ce gyrus auditif primaire? Il se trouve, regardez cette image. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous ne voyez pas grand-chose? Comment ça se fait qu'il y ait ça? Le gyrus auditif primaire, il se trouve à la partie supérieure du lobe, ici que vous voyez du lobe temporal. Vous le voyez en coupe coronale et vous le revoyez ici, il a été isolé du reste du cerveau, partie supérieure du lobe temporal, le gyrus de Heschel. On peut faire des choses extrêmement intéressantes en mesurant par exemple le volume du gyrus de Heschel. C'est vraiment pour votre culture générale, hein, ne retenez absolument pas ça. Et des gens, par exemple, se sont amusés à mesurer les volumes de gyrus de Heschel à droite et à gauche dans 3 groupes différents. Des gens qui n'étaient pas musiciens, des gens qui étaient musiciens professionnels et des gens qui étaient musiciens amateurs. Et ils montraient dans leurs travaux que le gyrus de Heschel était beaucoup plus volumineux chez les musiciens professionnels que chez les non-musiciens, avec des volumes intermédiaires chez les musiciens amateurs. Donc ça peut vouloir... Alors l'interprétation de ces données est relativement complexe. Ça ne dit pas si on est prédisposé génétiquement, c'est-à-dire si les musiciens qui deviennent professionnels naissent avec des gyrus de Heschel plus volumineux que ceux qui ne feront jamais de musique, ou si c'est quelque chose d'acquis
qui fait que le gyrus de Heschel gonfle progressivement quand on a un entraînement à la musique. Mais c'est des choses qui nous permettent d'avancer dans la compréhension du cerveau. Imagerie fonctionnelle. On vient de voir ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait aller avec l'imagerie dite anatomique. L'imagerie fonctionnelle va nous permettre d'étudier la fonction du cerveau. Pour faire ce type d'imagerie, en fait, on met un sujet ou le patient dans la machine d'IRM et on va lui présenter des stimuli qui peuvent être présentés sous forme audio, sous forme d'un écran, et on a dans la machine d'IRM un système de boutons-réponses qui nous permet d'avoir une interaction avec le sujet, de savoir exactement ce qu'il fait dans la machine. Et on va voir qu'en faisant des images de ce cerveau, on va pouvoir allumer un certain nombre de régions du cerveau qui vont participer aux fonctions qu'on va étudier. Je ne vais pas vous faire le détail de comment fonctionne l'imagerie dite fonctionnelle. Sachez simplement qu'au décours d'une activité neuronale dans votre cerveau, par exemple, si je vous demande de bouger la main de façon de faire des mouvements d'ouverture et de fermeture de la main, vous allez avoir dans une région du cerveau qui va commander pour la motricité de la main, vous allez avoir une modification de signal en IRM. Cette modification, elle va être localisée à la région d'où part l'information motrice, donc, qui est le siège d'une activité neuronale, et elle va être transitoire. Comment va-t-on l'étudier en IRM? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au sujet ou au patient de faire des mouvements, par exemple, d'ouverture et de fermeture de la main pendant 30 secondes. Et ensuite, on va lui demander d'arrêter de faire ces mouvements. Donc, on va faire alterner des périodes d'action avec des périodes de repos. Et vous allez voir, regardez sur ce schéma, vous avez le signal en ordonnée, vous avez en abscisse le temps. Donc on va scanner le patient, on va imager le patient de façon continue pendant une période de quelques minutes. Et vous allez voir une modification de signal pendant les périodes d'action. Le signal va augmenter en IRM. Et pendant les périodes de repos, il va revenir à peu près à la ligne de base. C'est grâce à ces modifications de signal qu'on va pouvoir localiser la fonction à l'origine du mouvement d'ouverture et de fermeture de la main. On va voir que ça nous sert en clinique, ça va nous servir par exemple dans la pathologie tumorale cérébrale dont vous allez voir des images. Alors les premiers travaux d'IRM fonctionnel, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de l'IRM fonctionnel, sachez que c'est une technique assez récente puisque les premières études remontent à maintenant 15 ans. C'était des études essentiellement sur le cortex visuel primaire qui se trouve dans le lobe occipital. Et c'était une alternance de flashs lumineux et de périodes sans flash lumineux. Et on voyait déjà ces alternances de signal qui augmente lors des flashs lumineux et de signal qui décroît lorsqu'on arrête ces flashs. Donc maintenant, on va voir comment l'imagerie, l'IRM anatomique et l'IRM fonctionnel va nous permettre d'étudier la motricité et le langage. On parlera assez peu de vision et de mémoire parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Motricité, là vous allez retrouver des choses que vous connaissez, j'espère. La motricité, globalement, on distingue deux systèmes. Un système extra-pyramidal. Pourquoi on l'appelle extra-pyramidal? Parce qu'il ne passe pas par les pyramides, ouais. Les pyramides de quoi? Les pyramides bulbaires. Effectivement, le système extra-pyramidal ne passe pas par les pyramides bulbaires et il y en a deux voies, les voies grossièrement, les voies cortico-ponto-cérébelleuses et un certain nombre de projections. Est-ce que vous connaissez une pathologie du système extra-pyramidal? Le Parkinson, très bien. Si vous avez une chose à retenir là-dessus, on ne parlera plus du système extra-pyramidal, c'est que typiquement la maladie de Parkinson est due à un dysfonctionnement de ce système. Le système pyramidal qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui, il est composé de deux faisceaux et on va surtout s'intéresser au faisceau corticospinal qu'on appelle aussi le faisceau pyramidal. Ce faisceau, il va servir à quoi? Essentiellement à la motricité volontaire de l'hémicorps contralatéral. Je vous rappelle le cheminement de ce faisceau et on va revoir tout ça en IRM puis après avec des lésions cérébrales. Ce faisceau, il naît au niveau du cortex moteur primaire. Dans quel lobe? Dans le lobe frontal. Toutes ces fibres vont se rassembler, donc ils sont un peu radiaires, vont se rassembler, devenir beaucoup plus compactes
au niveau de la capsule interne, puis elles vont se rassembler à la partie antérieure des pédoncules cérébraux dans le mésencéphale, puis cheminer à la partie antérieure de la protubérance, et au niveau du bulbe, il va y en avoir une grande partie qui va décusser, ici, c'est la décussation bulbaire, pour rejoindre la moelle contralatérale. Comment la région centrale? Alors, pourquoi c'est intéressant de localiser la région centrale? Parce qu'on va voir que c'est à ce niveau-là que naissent les informations motrices, ou qu'est localisé le cortex moteur primaire. Regardez un peu cette région centrale. Vous avez ici une représentation de la face externe ou latérale du cerveau. Et vous reconnaissez ici le lobe occipital. Au passage, on fait quelques révisions. Le lobe occipital. Vous reconnaissez ici, en dessous de la fissure latérale, le lobe temporal. Vous avez à cet endroit-là un sillon qui va nous intéresser, qui est le sillon central, à la partie en avant duquel se trouve le lobe frontal, en arrière duquel se trouve le lobe pariétal. Vous avez ici un sillon qui s'appelle le sillon précentral. Et quand on regarde la face externe, en fait, c'est assez simple. Mais regardez la face interne du cerveau. À la face interne du cerveau, vous allez retrouver ces régions dans un lobule ici qu'on appelle le lobule paracentral, et vous allez avoir le sillon central qui remonte jusqu'à la face interne du cerveau. Et à la face interne du cerveau, en fait, le cortex moteur primaire est enfoui dans le sillon central. Un petit rappel d'imagerie. On va voir ça ensemble. Rappelez-vous que, donc ça c'est une coupe, vous allez peut-être avoir un peu de mal. Donc c'est une coupe sagittale, c'est marqué sur la diapositive, sagittale médiane. À votre avis, elle est en séquence en T1 ou séquence en T2? Alors là, vous avez du mal parce que la substance blanche et la substance grise, c'est pas facile sur la ligne médiane. Globalement, vous avez le liquide cérébrospinal qui est noir. Vous avez cette structure ici qui est une structure de substance blanche ou de substance grise? De substance blanche qui a l'air quand même un peu plus grise que le reste. Bon, globalement, non, vous n'êtes pas convaincu? Bon, on ne vous posera pas cette question sur une coupe sagittale médiane, de toute façon. Parce que vous n'avez pas vraiment la différenciation blanc-gris, alors que vous l'avez parfaitement bien sur une coupe axiale. C'est une séquence pondérée en T1. Sur cette séquence pondérée en T1, vous avez quoi? Ici, vous avez une structure qui est le sinus sphénoïdal. Immédiatement au-dessus se trouve, je vous écoute, la selle turcique, et donc cette structure ici, c'est l'antéhypophyse. On va revoir les différents composants du tronc cérébral. J'insiste, mais c'est important. Différents composants du tronc cérébral. En 1, vous avez le bulbe, très bien. En 3, le pont ou protubérance. En 2, le cervelet. Entre la protubérance et le cervelet, le 4e ventricule. Très bien. On revoit le numéro 4 qu'on a déjà revu tout à l'heure. Les colliculi ou tubercules quadrijumeaux, vous les appelez les colliculi? Très bien. Pas de problème. Vous avez ici une autre petite structure qui participe au circuit de la mémoire, qui s'appelle les corps mammillaires. Vous êtes super fort. Ici en 6, c'est pas la tige pituitaire, puisque vous voyez, regardez, la tige pituitaire, elle aurait un trajet comme, on n'est pas tout à fait strictement médian. La tige pituitaire, elle irait de cette région-là jusqu'à l'antéhypophyse. Là, vous avez quelque chose qui se dirige visiblement pas vers l'antéhypophyse. D'accord? C'est quoi? C'est le chiasma optique, et c'est vraiment trop gros pour être la tige pituitaire. Elle est beaucoup plus fine que ça, la tige pituitaire. Bon, bah, tout le reste, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, vous avez des structures qui sont importantes aussi dans le circuit de la mémoire, qui sont le trigone, les piliers du trigone, le fornix, bon très bien, vous l'appelez le fornix, il n'y a pas de problème. Le fornix, et en 8, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez
le corps calleux, et si vous êtes super fort, c'est le genou du corps calleux. Ici, c'est le splénium du corps calleux. Je vous ai marqué en rouge une structure importante pour différencier la région supratentorielle de la région infratentorielle. C'est donc la tente du cervelet. Chut, chut. Sinon, on ne va rien entendre sur l'enregistrement. La tente du cervelet. Et au-dessus et en arrière de la tente du cervelet, en arrière du lobe pariétal, se trouve en vert un lobe qui s'appelle le lobe occipital et qui est très important pour la vision en particulier, avec une scissure qui s'appelle la scissure calcarine. Bon, je ne sais pas pourquoi vous venez, hein. Vous savez déjà tout. Bon, bah c'est nickel. Maintenant qu'on sait... Il y a un souci ? On continue ? Alors maintenant qu'on sait se repérer sur la coupe sagittale médiane, on va voir si vous êtes aussi fort pour localiser le sillon central. Alors, où est ce sillon central ? Vous avez... Je vais vous demander un peu de silence. Vous avez pour repérer ce sillon central, soit vous pouvez vous servir des coupes axiales, soit vous pouvez vous servir des coupes sagittales. Si on vous donne qu'une coupe sagittale et qu'on vous demande de localiser le sillon central, ça c'est pas très sympa comme question, mais c'est possible. Vous avez ici le corps calleux, vous avez au-dessus du corps calleux un gyrus qu'on appelle le gyrus singulaire, et si vous regardez ce sillon ici que je vous ai tracé en bleu, il se termine à la face interne du cerveau, et juste en avant, vous avez l'encoche interne du sillon central. On ne vous posera pas cette question. Sachez qu'en tout cas, sur les coupes sagittales, on peut repérer le sillon central qui va très en arrière. Et comme vous disait M. Freddy, c'est la partie la plus postérieure du lobe frontal, va effectivement beaucoup plus en arrière qu'on pourrait le penser initialement en regardant un crâne sec. Maintenant, sur une coupe axiale, c'est plus facile. Sur une coupe axiale, vous allez d'abord repérer un sillon ici qui s'appelle le sillon frontal supérieur. Vous pouvez oublier son nom, hein, peu importe. Ce sillon frontal supérieur, on le sait qu'il croise quasiment à angle droit et quasiment tout le temps un autre sillon qui s'appelle le sillon précentral. Et donc, si ça c'est le sillon précentral, juste en arrière, vous avez quoi ? Le sillon central. Donc, vous le voyez, je vous l'ai dessiné à droite. Si je vous demandais de le dessiner à gauche, ça ne serait pas très compliqué. On va voir que c'est beaucoup plus complexe quand il y a une tumeur cérébrale qui va déplacer toutes les structures cérébrales. Et dans ces cas-là, on n'y arrive pas anatomiquement. Mais sinon, anatomiquement, chez un sujet sain, on n'a quasiment aucun problème à localiser le sillon central, en avant duquel on a le lobe frontal, en arrière duquel vous avez le lobe pariétal. Bon, voilà globalement tous les sillons que l'on peut reconstruire quand on regarde la surface du cerveau. Et vous avez l'aspect caractéristique du sillon central, ici localisé en bleu. On parle de la zone de l'oméga de la main, puisqu'on sait que le cortex moteur primaire de la main se situe exactement sous ma flèche, au centre de cet oméga de la main. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer des lésions et je vais vous demander quel est le déficit du patient. Dernière chose, une dernière notion que vous avez sans doute. Vous connaissez tout ça ? On va passer assez vite alors. Les notions de somatotopie, vous savez que la zone corticale, à chaque zone corticale correspond une partie du corps dont l'étendue va être proportionnelle à la finesse de cette fonction. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la zone de la main est représentée par une large bande de cortex parce que c'est des mouvements extrêmement fins. Donc tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et vous allez voir qu'en imagerie fonctionnelle, donc voici des images d'IRM fonctionnelles, on retrouve ces notions-là. On retrouve ces notions... Attendez, je peux revenir en arrière ou pas ? Toc. D'accord. Je suis passée un petit peu vite. Je vous rappelle que si vous avez ici une coupe coronale du cerveau, donc une coupe frontale comme ça, vous allez retrouver la zone de la motricité du pied à la partie la plus haute du sillon central, puis ensuite en descendant un peu en avant la zone de la main, puis de façon plus latérale la zone de la motricité de la face, qui va permettre aux garçons d'embrasser les filles. Vous retrouvez exactement tout ça ? Vous retrouvez exactement toutes ces notions ?
En IRM fonctionnel, la zone du pied tout en haut, la zone de la main, de la motricité de la main en bas, à la partie moyenne, la zone de la bouche et de la face à la partie plus latérale et inférieure. Regardez ici, on demande au patient de faire des mouvements de flexion-extension du pied à droite et vous avez une région en imagerie fonctionnelle qui va s'allumer à la partie la plus haute et assez postérieure de l'hémisphère contralatéral. Ça va vous permettre, par exemple, pour la motricité de la main, de localiser, vous voyez ici ce patient a une lésion que vous devinez, vous allez pouvoir localiser la fonction par rapport à la lésion. La main est un peu plus latéralisée. Regardez ici sur ces reconstructions 3D la projection des zones fonctionnelles. Et lorsque vous faites faire au patient le mouvement du bisou, comme ça, vous allez contracter les lèvres des deux côtés, l'orbiculaire des lèvres des deux côtés, vous allez avoir, ça va s'allumer dans votre cerveau à droite et à gauche, car il est impossible de contracter l'orbiculaire des lèvres que d'un côté. Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer, moi j'ai jamais réussi. Alors à quoi ça sert tout ça ? Tout ça, ça va servir en clinique à localiser le cortex moteur primaire par rapport à une lésion, par exemple une lésion tumorale dans le cadre du bilan préchirurgical. Voici ici un exemple d'un patient qui a une lésion tumorale à gauche. On lui demande de faire des mouvements du pied droit, de la main droite et de la bouche pour localiser le cortex moteur primaire par rapport à cette lésion et pour voir la marge de manœuvre que l'on a entre les berges de la lésion et ce cortex moteur primaire pour s'assurer qu'en post-opératoire, il ne sera pas hémiplégique. Alors, je vous ai parlé de localiser le sillon central. Je vous ai dit qu'il suffisait de trouver le sillon précentral pour trouver celui qui est immédiatement en arrière. Regardez cet exemple-là. Même si vous connaissez parfaitement vos données anatomiques, il est impossible là-dedans de localiser. Vous voyez rien du tout, en fait. C'est vachement trop sombre. Il est impossible de localiser ce cortex moteur primaire par rapport à cette lésion. Et c'est la raison pour laquelle on va faire des acquisitions d'IRM fonctionnelles pour pouvoir dire, dans ce cas présent par exemple, que la lésion tumorale que vous voyez ici est très proche du cortex moteur primaire et donc a priori cette lésion est inopérable. Une fois qu'on a localisé le cortex moteur primaire, il reste une autre question. C'est par où va cheminer l'information, c'est-à-dire où est le faisceau corticospinal. Et là, voici projeté sur des images pondérées en quoi? Toujours en T1. Comme je vous fais de l'anatomie, en général, vous allez voir essentiellement du T1. Vous avez le cortex moteur primaire ici, et puis vous allez voir que le faisceau pyramidal va circuler au sein du centre semi-ovale ici, puis se regrouper à cet endroit-là et cheminer au niveau du bras postérieur de la capsule interne. Et vous allez le retrouver à la partie antérieure des pédoncules cérébraux, de la protubérance, du bulbe, avec la décussation qui s'ensuit. On va parler un peu de clinique et puis ensuite je vais vous présenter quelques cas cliniques pour vous reposer avant que l'on passe au langage, où on aura une démarche à peu près similaire, c'est-à-dire de l'anatomie, un peu de fonction et ensuite quelques cas cliniques. Les conséquences cliniques, vous les connaissez. Lorsque la lésion est située à cet endroit-là, que va avoir le patient? C'est marqué sur la diapositive, il va avoir un déficit contralatéral parce qu'il y a une décussation, qui va être variable selon la localisation par rapport à la topographie de la lésion sur le cortex moteur primaire. Lorsque la lésion est située en 2, le patient a une hémiplégie proportionnelle. Vous savez tout ça? Ah d'accord, on va ralentir alors. Il va avoir une hémiplégie totale, contralatérale, puisqu'à cet endroit, les fibres sont extrêmement compactes. Donc si vous avez une lésion ici, que ce soit un accident vasculaire cérébral ou une tumeur à cet endroit-là, le patient va avoir un déficit proportionnel de la face, du membre supérieur et du membre inférieur contralatéral. Lorsqu'il y a une atteinte à ce niveau-là du tronc cérébral, qu'est-ce que vous allez avoir? Un déficit moteur qui sera comment? De quel côté? Contralatéral,
vous êtes d'accord, et des troubles des paires crâniennes, pardon, qui vont être de quel côté? Du côté de la lésion. C'est ce qu'on appelle les syndromes alternes. Si vous ne les avez pas vus, vous les verrez en neurologie plus tard. Mais si vous avez bien compris l'anatomie du faisceau corticospinal, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre tous les syndromes neurologiques dont on va vous parler par la suite. Et ensuite, lorsqu'il y a une atteinte de la moelle épinière, ça va vous donner une hémiplégie homolatérale sous-lésionnelle. Trois cas cliniques, je crois. Sur le premier, je ne vais pas vous faire réfléchir, je vais juste vous montrer, remontrer le trajet en imagerie du faisceau corticospinal. Ça, c'est un type d'image, donc c'est des coupes axiales qui sont acquises en séquence flair. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces séquences, ce n'est pas dramatique, vous allez les revoir par la suite. C'est des séquences c'est du T2. Et la seule différence avec un T2 classique, c'est qu'on a supprimé l'hypersignal du liquide cérébrospinal, donc les ventricules sont noirs. Je ne vais pas vous refaire toutes les techniques, toutes les séquences d'IRM aujourd'hui. On aura le temps de se revoir l'année prochaine, l'année suivante, pour que vous familiarisez avec ces séquences un peu plus compliquées. Vous avez ici un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral. On en voit les traces sur cette image. Cet accident vasculaire cérébral, donc, qui est blanc sur ce type d'image, va jusqu'au cortex moteur primaire, parce qu'on a l'impression que le cortex moteur primaire, on le dessine ici. Vous le voyez, l'accident continue ici. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit que, regardez, au sein de la... On est à quel niveau là? Anatomique. Vous avez un hypersignal ici. Quand vous descendez, cet hypersignal continue, puis il continue à la partie antérieure du mésencéphale, puis il continue dans la protubérance. C'est le trajet de quoi, ça? C'est le trajet du faisceau corticospinal. Pourquoi y a-t-il une anomalie de signal le long du faisceau corticospinal? Parce qu'en fait, ce patient a eu un accident vasculaire cérébral au décours duquel il a une hémiplégie et on a une dégénérescence rétrograde du faisceau corticospinal qui ne sert plus à rien. Et ce faisceau corticospinal, on le voit sur les images. Donc vous voyez son trajet sur une imagerie IRM. C'était juste pour vous montrer en IRM le trajet du faisceau corticospinal. Et on sait faire de l'imagerie de fibre. Et voici le faisceau corticospinal sain à droite. À gauche, on n'arrive plus du tout à le voir car il est complètement détruit. Cas clinique numéro 2. Voici une séquence, toujours une séquence flair, en coupe axiale. Quel est le déficit, selon vous, de ce patient? Alors, il a la main gauche, mais ça ne suffit pas. Là, vous n'avez même pas la moitié des points. C'est quoi la main gauche? Sensitif, moteur Ah ouais, bah, c'est pas évident. Hein. Sur une copie d'examen, il faut tout marquer. Donc, effectivement, vous avez parfaitement compris. Hein, il a une anomalie de signal cortical. D'accord, dans la région du cortex moteur de la main, et peut-être ça dépend un peu vers la face, ce patient va avoir quoi? Effectivement, une atteinte motrice de la main contralatérale. Normalement, on doit vous donner le côté des images. Parce que les images peuvent être retournées, la droite, la gauche, je pense que vous ne devez pas savoir quelles sont les conventions utilisées. Théoriquement, nous, on utilise toujours la gauche et c'est comme si vous regardiez le patient en face. Donc, quand la droite du patient est là, la gauche est là. Donc là, c'était une lésion du cortex moteur primaire de la main droite. Il avait une hémiplégie, a priori un déficit de la main gauche. Troisième cas clinique, à votre avis, de quoi se plaint ce patient-là? C'est toujours une séquence flair, la lésion est en blanc. Elle est située dans l'hémisphère gauche. Est-ce que vous localisez le sillon central d'après sa forme? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est probablement ici? Ah mince, bon c'est raté. C'est pas grave, si vous aviez deviné. Le sillon central est ici, sa pointe est là. À la partie haute du sillon central, on a vu que c'était quelle fonction qui était essentiellement représentée? Le pied. D'accord. Donc ce patient va avoir un déficit du membre inférieur droit contralatéral. Si vous aviez une lésion bilatérale à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il aurait, votre patient? Si vous aviez la même de l'autre côté, il va avoir un déficit bilatéral des deux membres inférieurs.
Quatrième cas clinique sur la motricité. Quel est le déficit neurologique de ce patient? Nous avons cette fois quel type d'imagerie? Est-ce que vous reconnaissez cette image? Un scanner. Effectivement, vous avez en général assez l'habitude des scanners. L'os est très blanc. Les structures osseuses sont très blanches. Vous avez un scanner ici réalisé a priori sans injection de produit de contraste. C'est un peu bizarre, mais sans injection de produit de contraste. Qu'est-ce que vous voyez? Une grosse image intracérébrale, hyper dense, spontanément. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce n'est pas le sujet de ce cours, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être blanc spontanément en scanner dans le cerveau? Une calcification. Alors effectivement, une calcification, mais comme tu peux voir ici, l'os est plus blanc que cette structure-là. Tu vois, l'os est vraiment très blanc. Les calcifications, tu en as une petite ici. C'est comme de l'os. Là, c'est un peu moins blanc. Quelqu'un a une idée? Donc c'est du sang. Vous verrez dans vos différents enseignements dans les 2 années qui viennent que le sang frais en scanner est hyper dense spontanément. Donc c'est un hématome intracérébral récent. Et il est localisé où cet hématome et quel va être le déficit du patient? Vous ne savez pas? Après tout ce qu'on a vu, normalement, vous devez savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme structure importante qui passe à cet endroit-là? On a les thalamus, ici les thalamies que vous avez de part et d'autre. Vous avez éventuellement, on devine un peu le noyau lenticulaire. Qu'est-ce qui passe à cet endroit-là? Regardez du côté sain. La capsule interne, d'accord? Donc la capsule interne, ici, elle est complètement ratatinée et c'est probablement ce qu'on appelle un hématome profond qui va vous déchiqueter la capsule interne. Que va avoir le patient? Une hémiplégie complète, dite proportionnelle, contralatérale. D'accord? Vous êtes perdu? En fait, elle atteint. La question qu'on me pose, c'est pourquoi on dit qu'elle est proportionnelle? Parce qu'en fait, elle est aussi importante au niveau de la face, au niveau du membre supérieur et au niveau du membre inférieur, puisque les fibres à cet endroit-là sont toutes compactes. Il y a toutes les fibres motrices au niveau de la capsule interne. C'est un déficit qui est aussi important au niveau de la face du membre sup et du membre inf. Donc, la réponse était déficit moteur de type hémiplégie, contralatéral à la lésion. Ça, c'est les mots que vous devez mettre sur votre copie d'examen si on vous pose ce genre de cas clinique. Déficit moteur de type hémiplégie, contralatéral à la lésion, puisque les fibres n'ont pas encore décussé, on est à ce niveau-là. Total, car il y a une atteinte de la capsule interne. Ça, c'est une diapositive d'ailleurs qui a été faite par des externes qui sont passés dans notre service. Tous les cas cliniques, je crois, quasiment. Ils étaient tellement bien qu'on les a utilisés pour les enseignements. Dernier point sur la motricité. Dans la pathologie tumorale, vous avez vu que lorsqu'un patient a une tumeur, la question préchirurgicale la plus importante va être de savoir comment optimiser la résection de cette tumeur sans lui provoquer soit un déficit du langage, on va le voir tout à l'heure, soit un déficit moteur majeur. Pour faire ça, on va utiliser, ces patients ont aujourd'hui quasiment tous une IRM fonctionnelle pour localiser le cortex moteur primaire par rapport à la lésion. Et la deuxième question qui va se poser, c'est par où passe le faisceau corticospinal. Et aujourd'hui, on a des techniques dont on ne détaillera pas aujourd'hui, qui nous permettent de voir ce faisceau corticospinal. Au-delà de simplement regarder la substance blanche, c'est des techniques qu'on appelle d'imagerie de fibres. Vous en avez peut-être vu dans les grandes revues, même les revues de vulgarisation. Et ça vous permet, avec ces techniques, la substance blanche, elle est plus uniformément blanche, comme on l'a vu au début de cet enseignement, mais on arrive à faire un véritable suivi des faisceaux de fibres. En voyant même l'intensité de couleur ici va coder pour le degré d'organisation du faisceau. Donc quand ce faisceau est envahi, l'organisation est diminuée. Donc on peut même avoir des données sur l'envahissement par cette tumeur, par exemple, du faisceau corticospinal et dire au neurochirurgien, voilà, le faisceau est dévié en dedans. A priori, il n'est pas envahi par la tumeur. Et ça, c'est des techniques qui sont aussi réalisables en IRM en quelques minutes de temps d'acquisition. Je vais passer là-dessus. Et on va
Vous avez encore un peu de courage? Non? C'est vrai, vous craquez? Normalement, c'est assez ludique. Non, pas du tout. Vous revoyez des images, vous voyez un certain nombre de... C'est normalement une façon pas trop austère de voir la neuroanatomie. Vous tenez encore 25 minutes ou 20 minutes, hein? Un quart d'heure? Ah, vous êtes dur, là. Ok, on va passer... On va passer à la deuxième fonction. Et ça prendra encore plus de temps si vous parlez, parce que je suis déconcentrée. Donc la deuxième fonction importante, c'est les fonctions de langage. On commence par un tout petit peu d'histoire. L'histoire de Monsieur Le Borgne. Monsieur Le Borgne est ce patient qui est venu à la consultation de Paul Broca dans les années 1800 quelque chose. Ce patient était assez étonnant puisqu'il n'avait aucun trouble de la compréhension, aucun trouble de l'articulation, mais il arrivait à dire qu'une chose, c'est « temps ». Donc il avait un manque de tous les mots et il répétait cette syllabe en permanence. Et Paul Broca s'est dit que ça serait intéressant de regarder le cerveau de ce patient pour essayer de comprendre, de voir la localisation de sa lésion. Ce patient est décédé, il a été autopsié. Et Paul Broca a constaté que ce patient avait une lésion frontale inférieure à gauche. Et c'est à partir de cette observation que Paul Broca a conclu que la faculté de coordonner les mouvements de langage articulés siégeait dans la partie inférieure du lobe frontal gauche, ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Broca. Cette région de Broca, vous l'avez schématisée ici, on va le revoir. Elle est située donc dans l'hémisphère gauche, à la partie inférieure du lobe frontal. Et elle servirait à la production du langage. Et ensuite, ces travaux ont été complétés par Karl Wernicke, qui était un psychiatre allemand, quelques années plus tard, qui a dit, en fait, le langage, ce n'est pas simplement cette région-là, mais globalement, on a pour le langage deux pôles, un pôle de compréhension et un pôle de production. La compréhension du langage se trouvant dans une région, donc on appelle aujourd'hui la région de Wernicke, qui se trouve à la partie postérieure du lobe temporal. Donc voilà un langage situé de façon prédominante dans l'hémisphère gauche, on va voir que c'est important, avec deux pôles, un pôle postérieur pour la compréhension du langage et un pôle antérieur pour la production du langage. C'est intéressant de noter que cette pôle de production du langage, en fait, se situe à proximité du cortex, de la partie inférieure du cortex moteur primaire, de la bouche et de la langue qui permettent effectivement le langage articulé. Donc il n'y a pas beaucoup de chemin pour transmettre l'information entre la région de Broca et la région de la face qui va permettre éventuellement de répondre à une question qu'on vous a posée. Une fois que vous l'avez comprise ici, que vous avez produit ce langage, vous voulez l'articuler, le prononcer, c'est la partie inférieure du cortex moteur primaire qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le circuit schématique de l'information du langage. Si vous entendez une phrase, vous allez avoir l'information qui va remonter jusqu'à ce qu'on a appelé tout à l'heure le cortex auditif primaire. On en a parlé tout à l'heure. Cortex auditif primaire qui se trouve à la partie haute du lobe temporal. Ce gyrus, qu'on appelle le gyrus de Heschel, une fois que vous avez entendu la phrase, va transmettre l'information à la région dite de Wernicke de compréhension du langage, qui va ensuite transmettre l'information via un faisceau de substance blanche jusqu'à la région de Broca. Et une fois que vous souhaitez, par exemple, répondre à une question, vous allez transmettre l'information à la partie inférieure du sillon central que vous retrouvez ici. Je vais passer là-dessus, si vous voulez, si vous en avez marre. En imagerie fonctionnelle, si je vous mets dans la machine et que je vous fais écouter par exemple des phrases françaises par rapport à des phrases polonaises pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à la langue polonaise, donc une langue que vous ne comprenez pas du tout, je vais soustraire les modifications de signal que je vois quand vous entendez des phrases françaises
à des phrases étrangères pour éliminer toute la partie auditive en fait, qui ne m'intéresse pas. Je veux essayer de voir quel est votre circuit de la compréhension du langage. Et vous allez voir que quand vous faites ce type de manip en IRM, on va voir s'allumer dans votre cerveau, si vous êtes droitier manuel, une zone qui va être préférentiellement située à gauche, qui va englober toute la région de Wernicke temporelle postérieure et toute la région de Broca, qui va même être plus étendue. On va voir que ces régions vont s'allumer de façon préférentielle à gauche par rapport à votre cerveau droit. Quand vous regardez ces images, vous pensez sans doute que c'est très joli. En fait, vous allez voir qu'il y a une très grande variabilité interindividuelle. Et si je mets 2, 3 ou 4 d'entre vous dans la machine, je vais avoir un petit peu tous les aspects. Voilà en fait ce qu'on obtient. Les individus ne sont pas semblables. Et vous avez ici un premier sujet que l'on a mis dans la machine, à qui on a fait écouter des phrases françaises contrastées à des phrases étrangères. Et vous avez le cerveau gauche ici, le cerveau droit ici. Ça s'allume préférentiellement à gauche. Mais regardez, ça ne s'allume pas de la même façon que ce sujet numéro 2 ou ce sujet numéro 3 qui, lui, s'allume un peu des deux côtés. D'accord ? Donc, globalement, quand on fait la synthèse de ces infos, on a un aspect sur l'ensemble du groupe ou sur l'ensemble d'une population de ce type-là, mais derrière ça se cache une grande variabilité interindividuelle. Et on va voir qu'on sait étudier en IRM cette variabilité. Voici un exemple d'image que vous avez peut-être jamais rencontrée. C'est des images d'IRM. C'est une technique qui est assez récente et qui s'appelle l'imagerie de diffusion. Vous reconnaîtrez ces images quand vous les verrez parce qu'elles sont en général très floues et assez moches. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est une séquence d'IRM en fait, qui est la séquence clé de l'accident vasculaire cérébral. On le reverra, on aura l'occasion d'en reparler. Globalement, ce qui est blanc sur ces images, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est une séquence extrêmement spécifique de cette maladie-là. Vous avez sur ces images 2 lésions, donc c'est 2 patients différents. Je vous ai mis l'imagerie ici de diffusion pour vous montrer la lésion et je vous ai mis une petite image anatomique pour que vous arriviez à vous repérer parce que les images de diffusion sont quand même assez moches. Regardez où se trouve cette lésion. Donc c'est une coupe axiale. Vous voyez la lésion ? Ouais. La droite est ici, la gauche est ici. Donc c'est une lésion qui est située dans l'hémisphère gauche. Cette lésion, elle est plutôt quelle partie du cerveau ? Dans la région frontale. Peut-être, elle couvre aussi le lobe de l'insula dont vous a parlé M. Freddy. Ce lobe de l'insula, il est enfoui dans la profondeur de la fissure latérale ou de la scissure de Sylvius. En tout cas, il y a une atteinte ici, probablement du lobe frontal, qui se trouve ici, et de la région frontale inférieure. Donc ce patient va avoir une aphasie de quel type ? Il va avoir un trouble du langage. Vous êtes perdu ou pas ? Oui ? C'est vrai ? Ok. On a un patient qui a une lésion frontale. Vous êtes d'accord ? Cette lésion, elle est localisée à gauche. On a vu sur les... je vais vous le refaire. Hein. On a vu ici, et puis par l'histoire, que les fonctions de langage chez les sujets droitiers étaient préférentiellement localisées dans le cerveau gauche. Que les sujets droitiers manuels avaient une spécialisation hémisphérique gauche pour le langage. Globalement, ils se servaient essentiellement de leur cerveau gauche. On a vu qu'il y avait 2 parties, la partie frontale pour la production du langage et la partie postérieure pour la compréhension du langage. Donc ce patient-là, qui a une lésion plutôt frontale gauche, il va avoir un trouble de la production, de la compréhension. Un trouble de la production, donc une aphasie de type Broca, avec un manque du mot, avec un langage assez pauvre, mais pas de trouble de la compréhension. En revanche, celui-là, il a une lésion qui est plutôt temporale, plutôt postérieure. Il va sans doute avoir une hémiplégie, parce que là-dedans, il doit y avoir le cortex moteur primaire, mais ce n'est pas ça la question. Il va avoir une aphasie plutôt de type Wernicke, donc un trouble de la compréhension, car la lésion est plus postérieure. Et celui-ci, à votre avis ? Donc c'est un peu pareil. Celui-ci, s'il est droitier manuel, a priori son langage
les fonctions de langage vont être localisées dans l'hémisphère gauche. La lésion ici est à gauche, elle est très postérieure. Il aura plutôt une aphasie de type Wernicke, donc des troubles de la compréhension, et ce qu'on appelle une jargonophasie, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun trouble de la production du langage. Il va parler énormément, mais on ne comprendra rien à ce qu'il dira. On parlait d'accident de la route. Ça va ? On parlait d'accident de la route. Voilà ce n'est pas d'accident de la route d'ailleurs, c'est de la traumato. Un patient de 16 ans qui a chuté de sa hauteur. On n'a jamais vraiment compris pourquoi il s'était fait des lésions aussi importantes. À votre avis, quel est son motif d'admission à l'hôpital? Il est droitier. Il a 2 lésions. Donc sur cet examen de scanner, il a une lésion plutôt antérieure, à gauche. Il a une lésion plutôt postérieure. Et il a en plus une petite lame de saignement, probablement hors du cerveau. D'accord ? La première motif de consultation, ça va être quoi? Ça va être probablement des troubles du langage. Et ce patient avait une aphasie très marquée sur le côté production, mais également une aphasie de compréhension, une aphasie mixte de type Broca et Wernicke. Celui-là est droitier. On vous présente 3 images d'IRM. Une séquence ici, un peu bougée parce qu'il devait être agité. Une séquence sur laquelle, vous la reconnaissez? Est-ce que c'est un T1, T2? Oh. Celle-là, là. Le liquide cérébrospinal est noir, la substance blanche est blanche, et on devine peut-être le cortex qui doit être un peu plus sombre. Donc a priori, en fait vous ne voyez rien, donc c'est normal. Ça, c'est une séquence pondérée en T1. Ça, c'est une séquence pondérée en T1 avec injection de produits de contraste. Et on a une lésion. Bon, on ne va pas faire l'analyse de la lésion. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est savoir quels sont les motifs de consultation de ce patient. Il a une lésion droite alors qu'il est gaucher. À votre avis, pourquoi il va venir? Il est droitier, pardon. Excusez-moi. Il est droitier, il a une lésion à droite. Est-ce qu'il va avoir des troubles du langage? Probablement pas. Aucun trouble du langage. Donc il peut se présenter avec possiblement 2 choses. Qu'est-ce qui passe par là? Éventuellement le faisceau corticospinal quand même, parce qu'on est en plein lobe frontal. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir aussi? En dehors d'un déficit, il pourrait avoir des crises convulsives, puisqu'il y a une atteinte du cortex. Et en général, ces patients se présentent sans aucun déficit, mais simplement pour des crises convulsives. D'accord? Pourquoi? Parce que la lésion est à droite chez quelqu'un qui est droitier manuel. Donc a priori, son langage se situe de l'autre côté. Si on opère cette lésion, il n'y a quasiment aucun risque de le rendre aphasique. On a vu que les sujets... J'ai bientôt fini, hein. On a vu que les sujets droitiers manuels avaient une dominance gauche pour le langage. Qu'en est-il des gauchers? En fait, la grosse question, c'est les sujets gauchers. Les sujets gauchers, ils n'ont pas forcément une dominance droite, ils n'ont pas forcément une dominance gauche, ça peut être soit à droite, soit à gauche, soit des 2 côtés. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement intéressant en pratique, en bilan préchirurgical des patients, de savoir quand un sujet est gaucher, de savoir s'il a le langage à droite ou à gauche pour éviter de le rendre aphasique en post-opératoire. Alors je vais vous montrer, on va pas détailler les façons d'étudier le langage en IRM fonctionnel. Simplement, la question qu'on nous pose, c'est quel est l'hémisphère dominant pour le langage? Si le sujet est droitier, en général, les zones du langage vont s'allumer à gauche. D'accord? Regardez ici. Un premier exemple. Activation qui se projette essentiellement à gauche. On leur fait faire des tâches de fluence verbale. On les met dans la machine et on leur demande par exemple de trouver dans leur tête des noms d'animaux. Le plus de noms possible d'animaux. Le plus de noms possible commençant par une lettre donnée. Et ils font ça silencieusement dans leur tête et ça donne ce type d'image. Quand un sujet est droitier manuel, ça se projette essentiellement à gauche, quasiment tout le temps, 95% des cas. Regardez ces projections de zones activées. Voilà encore un exemple de sujet droitier. On a présenté le stimulus de façon visuelle. On a une activation du cortex visuel primaire. Vous voyez ça?
Ici, des petits points qui s'allument au niveau du cortex visuel primaire, mais on a aussi toute la zone de Broca ici et de Wernicke plus en arrière qui va s'allumer de façon préférentielle à gauche. Quand on envoie un stimulus auditif, on va activer les régions du cortex auditif primaire ici et une activation aussi préférentielle à gauche. Et voilà ce qui se passe chez les gauchers manuels. Vous avez plusieurs patterns possibles. Soit l'activation est à gauche, comme chez des droitiers, soit l'activation est bilatérale, soit l'activation prédomine à droite. Et donc, c'est cette variabilité interindividuelle qui fait que quand on veut opérer une lésion temporale ou frontale chez un sujet gaucher, on a besoin d'aller étudier, de savoir s'il utilise son cerveau droit ou son cerveau gauche pour les fonctions de langage. J'ai fini. Hein. Bon, regardez, vous m'avez donné 10 minutes, j'ai quasiment fini. La conclusion de tout ça, c'est que j'espère vous avoir montré que l'IRM permettait de voir à la fois la structure, les lésions et la fonction du cerveau, qu'on étudiait l'ensemble des fonctions cérébrales et que tout ça, tous ces progrès de l'imagerie, ça nous pousse à collaborer de façon très proche avec les neuropsychologues, les informaticiens, les neurologues, les neurochirurgiens. Pour ce qui est de vos questions d'examen, sachez annoter les coupes, connaissez les annotations, les annotations anatomiques des coupes de référence, coupe axiale, coupe coronale et coupe sagittale, et sachez localiser les principales structures du cerveau sur des images d'IRM. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et bon après-midi. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Peut-être on ne va pas embêter tout le monde. Questions? Non? Bon après-midi en tout cas. J'ai juste pas compris en fait à quel moment